C'est l'aboutissement de quelque chose, c'est l'aboutissement d'années de mobilisation de centaines de milliers de personnes pour faire avancer l'égalité des droits dans ce pays. Et c'est le début aussi. Le texte n'est pas encore définitivement voté, donc nous resterons bien évidemment vigilants sur la poursuite de ce texte dans son débat au Sénat. Et puis aussi, nous battrons encore demain pour que l'égalité des droits et que la question de l'égalité des droits aille jusqu'au bout. Évidemment, je vois Monsieur Assouline qui me fait un sourire, puisque le texte va évidemment aller devant le Sénat, c'est le processus législatif normal. Les discussions au Sénat, est-ce qu'on a tort de penser que ça va être une formalité? Est-ce qu'il faut s'attendre à des joutes comme celles que l'on a vues dans l'Assemblée? J'espère quelque chose de plus sur le fond, pas de bagarre avec 5000 amendements répétitifs, quelque chose qui soit à la hauteur de cette Chambre, qui a souvent, y compris, je me suis replongé dans les débats sur le Pacs quand j'y étais pas encore, il y avait un débat très, très digne et de haute volée sur tous les plans, et donc c'est cela que j'espère, et je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais c'est un débat encore qu'il faut avoir, c'est le 2 avril, donc c'est pas fini, on n'est pas déjà dans d'autres étapes, parce que le Parlement, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Je vois Hervé Mariton qui tique un peu en entendant que vous espérez un débat de fond. Oui, je trouve qu'il y a là, dit de manière fort courtoise et fort aimable, un extraordinaire mépris. Nous avons débattu à l'Assemblée, nous avons mis en avant un certain nombre d'incohérences de ce texte, un certain nombre de problèmes techniques lourds qu'il posera aux couples de même sexe. Je l'ai déjà dit à Monsieur Gauguin, un texte qui est manifestement mal fagoté. Le gouvernement, qui a bien compris la critique fortement ressentie, fortement exprimée par la population sur la disparition des mots de père et mère dans le Code civil, a masqué cela par des astuces de procédure, sans pour autant résoudre l'ensemble des difficultés. On a donc un texte qui réussit tout de même ce tour de force d'être à la fois, en réalité, je suis désolé monsieur, je vous le dis, pour des raisons idéologiques, vous ne voulez pas le regarder, mais un texte qui ne sert pas les intérêts des couples de personnes de même sexe, et en même temps un texte qui réussit à fragiliser la famille. Et quand j'entends par ailleurs Monsieur Gauguin, que je respecte, dire que c'est le combat pour l'égalité et que ce combat se poursuivra, chacun l'a bien entendu. Cela veut dire la revendication de la procréation médicalement assistée au-delà des critères médicaux qui sont aujourd'hui en vigueur. Cela veut dire la revendication de la gestation pour autrui. Vous avez le mérite d'être cohérent. Ça n'est simplement pas la vision de l'égalité que j'ai et qu'un certain nombre d'entre nous avons. Parce que, avant de parler d'égalité, il faut être à peu près sûr qu'on parle de la même chose. Avant que David Assouline nous réponde, je voudrais d'un mot le sentiment de Tudia Derville. Le combat va continuer, ce sont des mots que vous employez? Oui, je voudrais me réjouir avec Nicolas Gauguin parce que je sais que la motivation qui anime ceux qui ont demandé ce texte est très forte. Mais moi, je m'attriste pour les enfants. Et c'est vrai, j'espère du Sénat qu'il y aura un débat en profondeur où on remettra l'enfant au cœur du débat. Non pas seulement, bien sûr, ils sont à prendre en compte les enfants aujourd'hui élevés par des personnes de même sexe, qui le plus souvent d'ailleurs ont un père et une mère, et non pas deux pères et deux mères, qui est d'une fiction, une sorte de mensonge qu'on tendrait à leur imposer, mais les enfants des générations futures. Et moi, je vois ce débat comme emblématique d'une confrontation entre une humanité qui va transgresser des repères immémoriaux, des repères essentiels qui sont très précieux pour chacun d'entre nous, tous issus d'un homme et d'une femme, et puis une humanité où petit à petit on va bricoler des filiations en faisant croire à un enfant qu'il peut être né de Pierre et Paul, et ça, c'est cela dont nous voulons préserver au nom de l'écologie humaine les générations futures. Oui, je veux pas qu'on se méprenne. J'ai pas mal suivi ce qui se passait à l'Assemblée nationale, et il y a eu des moments très forts où les arguments des uns et des autres, excusez-moi de penser que Madame Taubira était un peu au-dessus du niveau de certains. Je ne vous l'accorde pas. Je n'ai pas été le seul à le constater. Non, ce que je voulais dire, puisqu'on me posait la question, est-ce que ça va aller plus vite, globalement, personne, et vous êtes un parlementaire aguerri, ne peut considérer que sur si peu de changements en termes de mots dans la loi, 5000 amendements venaient apporter à la clarification du débat. Donc, d'ailleurs, on y est là maintenant déjà.
Mais je veux rappeler que vous avez plus parlé de la PMA et de la GPA que du mariage pour tous, parce que là-dessus vous étiez gêné. Non, j'ai parlé. Alors, je veux juste dire... Le mariage pour tous qui d'ailleurs n'est pas... Excusez-moi 30 secondes sur ce... Non. Laissez-moi juste finir. Non. Mais moi, je vous ai pas interrompu. Écoutez, le mot... Justement, donc le mot mariage pour tous ne figure... Le mot mariage pour tous n'a aucun endroit du projet de loi. Vous allez pouvoir lui répondre dans un instant. Je veux juste dire que, bien entendu, il y a un moment historique aujourd'hui, parce que l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale, il y a eu un vote solennel, il y a plus de 100 voix d'écart, c'est net, c'est fort, et je sais, Monsieur Mariton, et vous le savez aussi, qu'une fois cette loi adoptée, la droite n'y reviendra jamais. Donc vous avez fait un combat d'arrière-garde comme au moment du Pax, Maintenant vous avez même présenté le Pax comme alternative au mariage. Dans 10 ans vous inventerez autre chose quand il faudra un nouveau droit. Mais excusez-moi, mais j'ai une certaine estime pour vous, mais quelle extraordinaire prétention. Je ne sais pas si vous avez l'intention demain de prendre une carte ou de vous rapprocher d'une formation politique de droite, mais qui êtes-vous pour me dire ce que je suis censé penser demain? Je ne suis pas sûr de le savoir moi-même. Vous êtes gentil de ne pas le savoir pour moi. Enfin, on a bien vu dans tout ce débat une tentation de la police de la pensée qui est assez extravagante. Moi, je vous dis que nos débats ont permis de mettre en avant un certain nombre de points. Vous êtes revenu sur le Pax? Nous ne sommes pas revenus sur le Pax, mais je ne le porte pas. Je ne le porte pas. Je ne dis pas député à ce moment-là. Je ne le porte pas au pinacle pour autant. Et quand nous proposons le contrat d'union civile, nous ne cherchons pas à faire un décalque du Pax. Et chacun le comprend bien, le Pax n'a pas évolué de sorte à apporter de meilleurs droits aux couples de personnes de même sexe parce qu'il a été aussi ouvert aux couples hétérosexuels. Mais s'il vous plaît, nous avons... Je parle des problèmes d'application de l'article L371.1. C'est l'autorité parentale, ou en tant que mère de créer, on va me demander de lire devant un couple d'hommes ou de femmes que l'autorité parentale appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Baroque comme situation. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas touché l'article L310. Heureusement d'ailleurs à certains égards, car L310, c'est la filiation à l'égard du père et de la mère. Dans quelle situation je vous coupe un instant parce que je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Se trouver les couples. Vous avez eu 100 heures de paroles quasiment tout seul pour redire ces choses-là. Excusez-moi, merci. Mais voilà, vous allez en parler prochainement. Au Sénat, vous en avez beaucoup parlé à l'Assemblée. 11 jours. Mon Dieu, que c'était long pour certains d'entre vous. Et instructif. Nicolas Gougain. Oui, non, effectivement, ce débat à l'Assemblée nationale aurait eu le mérite d'éclairer tous les Français et les Françaises sur les objectifs de chacun et la pensée de chacun, puisqu'on a entendu, y compris de la part de l'opposition, des éléments très très répétitifs sur leur appréhension du projet de loi et leurs inquiétudes sur les incidences de ce projet de loi. Moi, je le répète, ce projet de loi n'a aucune incidence sur la vie des couples hétérosexuels ni des familles hétéroparentales. Et par ailleurs, et ça, je trouve que... justement, moi, je considère qu'il faut reconnaître toutes les familles. Donc, vous créez différentes catégories entre les familles, que ce soit un couple hétéro ou un couple homo qui élève les enfants. Mais moi, je suis fasciné d'entendre et d'avoir entendu pendant tous ces débats à quel point les couples homo étaient respectables, tellement respectables qu'on leur promettait un droit particulier appelé alliance civile ou union civile, tellement respectable pour élever des enfants qu'il fallait trouver encore d'autres bidouillages pour trouver des manières de reconnaissance qui n'étaient pas dans l'égalité des droits, mais pas l'égalité des droits. Et donc, moi, je trouve que les réponses de la majorité politique, que j'ai trouvé beaucoup plus mobilisées qu'au moment du Pax, et je m'en réjouis, au moment du débat du Pax, et les réponses du gouvernement étaient extrêmement claires là-dessus, pour répondre sur toutes les contre-vérités qui ont été assénées pendant ces dernières semaines. Et justement, aller dans le sens de l'intérêt supérieur de l'enfant, à un moment donné, c'est justement reconnaître toutes les familles et reconnaître la famille dans laquelle il grandit, sans porter de jugement moral là-dessus. Là où il y a un point de désaccord, je pense qu'on a souvent débattu, et finalement j'ai cherché en me disant mais quel est le point vraiment de désaccord? C'est qu'au fond, cette loi prévoit que des enfants confiés à l'adoption pourront l'être à 2 hommes ou 2 femmes. Oui. Des enfants qui auront été privés par un deuil, par un accident de la vie d'un ou l'autre de leurs parents seront confiés, dans certains cas, à 2 hommes ou 2 femmes. Et pour nous, c'est une atteinte à leurs droits. C'est une atteinte à leur liberté. Nous naissons libres et égaux en droit. Et de quel droit imposer à un enfant
confié à l'adoption, qu'il sera privé soit d'un père, soit d'une mère. De quel droit faire une discrimination, c'est vrai, entre les enfants? Donc parce que cette situation qui nous est imposée par la loi, qui, de notre point de vue, devrait d'ailleurs être interroger tous les Français, et nous faisons bientôt une pétition, nous déposons une pétition de plus de 600 000 signataires au Conseil économique, social et environnemental pour qu'ils se saisissent de ce sujet qui doit être vu en profondeur. La plupart des Français, encore aujourd'hui, ignorent que c'est décidé l'adoption plénière pour 2 hommes ou 2 femmes dans cette loi. Et encore, en arrivant ici, je discutais avec une personne qui, dans la voiture, ignorait qu'on allait voter. Elle m'a dit, on n'a pas voté l'adoption quand même. Eh bien si. Et ça, c'est très grave pour notre pays. Vous faites fi déjà du fait qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont élevés par des couples homosexuels. Je le sais bien. Mais pas par des parents. Non, vous faites... Si, il joue le rôle de parent. Mais ils ne sont pas reconnus en tant que tel. L'éducateur. Un éducateur n'est pas forcément un parent. Non. Inventer une filiation artificielle pour un deuxième... Arrêtez avec l'artificiel. Je vais vous dire, ce qui est le plus certainement appréhendable par tout le monde, c'est qu'il faut, quand on adopte, que le couple qui adopte aime l'enfant, lui donne tout, l'aide à grandir, l'aide à devenir un être libre. C'est la référence, l'altérité homme-femme dont nous sommes tous issus qui manque. Écoutez, franchement, sur ce que je viens de vous dire, qu'il y a un homme et une femme ne garantit pas ça, vous le savez. Mais pourquoi pas, bien. pourquoi pas 3, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4? C'est pas l'amour homosexuel où cela est complètement garanti. Bien sûr, je respecte. C'est l'égalité des droits. Et ensuite, il y a la vie et il y a l'investissement que des parents ont vers leurs enfants pour les élever. Vous êtes dans quelque chose qui est vraiment loin derrière nous. Le mariage a bougé. Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire quoi? Je vais vous dire pourquoi. De nouveau une forme de mépris en réalité aimable, parce que le mariage n'est pas la loi naturelle comme vous avez expliqué, parce que vous avez aussi expliqué ces choses-là dans l'hémicycle de la République laïque, qu'il y avait quelque chose comme un droit naturel, un déterminisme. Or, le mariage lui-même a évolué. Le mariage a lui-même évolué. Vous le savez, à une époque, il y avait le chef de famille, homme, bien sûr, tout puissant. La femme ne pouvait même pas avoir un chéquier. Et puis, l'enfant n'existait pas dans l'histoire. C'est depuis peu que moi, comme maire, comme adjoint au maire, quand je marie, je fais référence à l'article sous le gouvernement Jospin qui a été introduit, qui introduit le droit de l'enfant. Donc, toutes ces choses-là sont des conquêtes, comme les femmes. Il y a eu des conquêtes. Il y a eu des conquêtes, des progrès, des évolutions. Et cette évolution, elle n'est, à mon avis, d'ailleurs, pas de gauche ou de droite. La preuve, le gouvernement britannique l'a fait voter lui en 48 heures. Rien à voir. Oui. Et puis le gouvernement espagnol conservateur n'est pas revenu. Dans des pays à religion d'État, ça n'a strictement rien à voir. En Angleterre, l'anglais moyen, il se marie à l'église anglicane, il n'a aucune espèce d'idée de ce qu'est le mariage civil. Et donc l'évolution du mariage civil voté au demeurant par une minorité de conservateurs et essentiellement comme une carte politique par Cameron, on en pense ce qu'on en pense, sans que ça change la vie des Britanniques, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en là, France. On change la vie des Français, non? Oui, Nicolas Gauguin, c'est un nouveau droit sans en enlever à personne. Mais si. Excusez-moi, monsieur Nicolas Gauguin. Mais non, c'est effectivement un nouveau droit qui ne prive pas les autres de droits déjà existants. Et quand on rentre dans le détail, moi, je suis toujours quand même un peu choqué de voir qu'à partir du moment où on parle des couples homosexuels et à partir du moment où on parle des familles homoparentales et de l'adoption par les couples homosexuels, là, on met l'étiquette désir d'enfant, droit à l'enfant, marchandisation des enfants, chosification des enfants. C'est ça qui est extrêmement choquant, moi, je trouve, dans ce débat-là. Et que d'ailleurs, y compris toutes les familles adoptives et toutes les familles sur lesquelles un enfant est né via une procréation médicalement assistée, je ne sais pas comment est-ce qu'eux ont ressenti ce débat-là, parce que par voie de ricochet, vous touchez tout le monde. Et moi, j'estime que vous pouvez dire que vous trouvez bien, que vous trouvez légitime que des homosexuels élèvent des enfants, mais comme ça ne correspond pas à votre conviction de la famille, eh ben, on ne les reconnaît pas comme des parents à part entière. Moi, c'est ça justement que je trouve choquant. C'est ça que je trouve choquant. Un parent engendre... Excusez-moi, monsieur, juste Hervé Mariton répond. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Hervé Mariton. Pour être cohérent, de fait, je ne suis pas favorable à l'adoption par les célibataires, sauf membres du cercle. Depuis 50 ans. Oui, mais je ne suis pas favorable pour autant. J'ai le droit. Sauf, oui, bien sûr. Oui. Étudiez un peu votre dossier. Oui, donc vous êtes encore attendez, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Je suis cohérent, monsieur. Et en matière de réaction, je vais vous donner un petit exemple.
Je ne suis pas favorable, sauf quand c'est dans le cercle familial. Et vous savez, la raison historique, elle est parce qu'un haut magistrat de la Cour de cassation, il y a eu la guerre, mais aussi un haut magistrat de la Cour de cassation qui, dans les années 60, avait réussi à faire passer un amendement qui lui arrangeait la vie. Je pense en effet, par un célibataire, qu'on a un vrai problème de désir d'enfant. Et donc tous ceux qui ont adopté en célibataire juste jusqu'à d'un mot pour présent, terminer. On va pas désadopter, on va pas désadopter, mais je dis qu'il ne faut pas poursuivre. Messieurs, excusez-moi, Hervé Mariton, terminez d'un point, s'il vous plaît. Je dis que ça n'est pas un optimum. Messieurs, s'il vous plaît, David Assouline. Ce n'est pas un optimum. Ce n'est pas un idéal. La famille monoparentale, toutes les études vous Excusez-moi, est-ce que démontrent... quelqu'un va finir une phrase calmement, sinon je suis obligé d'arrêter l'émission définitivement. C'est un peu dommage. Toutes les études vous démontrent que ça n'est pas favorable à l'avenir de l'enfant. Mais juste une chose. J'ai présenté un amendement à l'Assemblée de sorte à permettre à tout citoyen de refuser une mutation dans un pays qui incrimine, qui pénalise l'homosexualité. Le gouvernement a voulu réserver cette protection aux seules personnes mariées. J'ai démontré par cet amendement que nous étions bien plus volontaires en termes de protection au regard de ce que sont l'incrimination de l'homophobie, la pénalisation de l'homosexualité, l'incrimination de l'homosexualité, l'homophobie dans certains pays. Pour de pures raisons politiciennes, le PS a refusé cet amendement. Ça n'est pas brillant. Ce soir et d'avoir accepté de débattre une nouvelle fois. C'est terminé, messieurs, ça y est, on va devoir couper les micros sinon. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Le texte va aller devant le Sénat.